Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte le monde du SaaS et de l'entrepreneuriat tech français. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un invité exceptionnel puisqu'il s'agit de Henri Delorgerie, cofondateur et CEO de Avisio. On reviendra sur le parcours de Henri depuis Groupon jusqu'à la société Hoist, en passant par Mon Docteur, avant de devenir Doctolib. Vous verrez, son histoire est passionnante et Henri a vécu énormément de choses au sein de ses organisations, de ses startups, on peut le dire, en tant que responsable et vendeur. C'est après ces dizaines d'années auprès d'entreprises innovantes que Henri décide de lancer son projet qu'est Avisio. Qu'est-ce que c'est qu'Avisio ? Je vais vous laisser le découvrir, mais il s'agit d'une agence d'un nouveau genre qui œuvre sur le marché des startups afin de pallier au manque de talents tech dans les emplois de startups. Henri nous partagera sa vision des choses et ses observations du marché et les différentes tendances et nouveautés qu'il observe dans l'écosystème. On reviendra également sur un sujet passionnant, sur les échanges intergénérationnels et intersecteurs des talents et des compétences, que ce soit des entreprises start-up comme des entreprises plus traditionnelles, des corporates. Vous verrez, Henri est passionnant et a de grandes choses à effectuer sur ce marché qui s'annonce passionnant dans les prochaines années. Avant de vous laisser avec Henri, si vous souhaitez soutenir la chaîne et le podcast, n'hésitez pas tout simplement à déjà partager cet épisode autour de vous, aux personnes qui pourraient être intéressées. Et si vous nous écoutez sur les plateformes de streaming, n'hésitez pas à nous laisser une petite note, un commentaire. Cela motive grandement les équipes à toujours vous proposer des contenus intéressants et de qualité. Merci à ceux qui nous suivent depuis le début. Votre soutien nous permet de rester motivés et de continuer notre aventure. Je referme la parenthèse et je vous laisse maintenant avec Henri Delorgerie, cofondateur et CEO de Avisio. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. J'ai l'honneur de te recevoir, Henri. Bonjour. Salut David. Bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast de Senpai et je suis Écoute, ravi on a même réussi à trouver une date. Absolument, oui, parce que on a des agendas qui sont assez compliqués. Alors cette fin d'année n'aide pas, on enregistre le podcast là en novembre et effectivement on a déjà dû reporter plusieurs fois, mais je suis super content de t'avoir aujourd'hui et ravi de pouvoir partager ce petit moment avec toi et la communauté de Senpai. Et justement, Henri, peut-être pour commencer bien les choses, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes à la communauté justement? Bien sûr. Donc je m'appelle Henri Delorgerie, j'ai 34 ans, je suis bientôt père de 4 enfants, le quatrième arrive. Félicitations. Hem, Merci. Je bosse, dans l'écosystème tech depuis, quelques années. J'ai commencé par faire 10 ans, une petite dizaine d'années comme salarié dans la tech, dans des fonctions de direction commerciale. Donc je suis passé par la formidable école Groupon, qui a généré toute une génération très sympa de start-upers, où j'ai passé, un peu moins de 5 ans. J'ai rejoint ensuite comme directeur commercial, Mon Docteur, pour une formidable aventure, de 3 ans que j'ai quitté, quelques mois, avant le rachat par Doctolib, et ensuite j'ai rejoint une fintech, qui s'appelait Hoist, puisque malheureusement elle n'existe plus. C'est une aventure absolument, passionnante et intense, qui justifierait quelques épisodes de podcast à elle seule. Et quand j'ai quitté Heust au bout de un peu plus de 18 mois, je me suis laissé convaincre, par les sirènes de l'entrepreneuriat, et donc j'ai créé avec Maxime Cohandet, mon associé, on a créé Avisio. D'abord sur une vision, assez spécifique et assez, innovante autour de l'assessment, du peer assessment. Et puis, on a vécu 3 ans absolument passionnants et je dois le dire assez plein de succès, où on a changé beaucoup de choses, on est devenu plein de choses, on était, quelques trucs et on est maintenant, plein de trucs différents. Je sais Bien pas je sais résumé. pas à quel niveau tu veux que je rentre dans le détail dans cette présentation, mais Ah bah, on aura l'occasion de toute façon de décortiquer un peu tout ça, mais justement, je voulais demander, une présentation avec des trucs, des machins et des choses. mmh, on va dégrossir tout ça. Et justement, chez Groupon, chez Mon Docteur, Heist, tu faisais quoi exactement, Écoute, moi, je suis un 100 pur sales. J'ai eu la chance de commencer ma carrière chez Groupon en stage, tout simplement comme bras droit d'un des directeurs commerciaux. D'accord. Donc à l'époque, on disait deputy manager. Aujourd'hui, on dirait sales ops, donc avec des rôles, autour de l'animation des ventes,
de l'animation du CRM, du reporting, de la priorisation, du travail des commerciaux, du lead attribution, et cetera. Donc c'est un jargon qui tourne déjà autour de l'environnement commercial. Et puis, chanceux comme je suis, mon boss, Thibaut Monnoyer, a été nommé à des fonctions, supérieures et il m'a filé sa place. Hem, Incroyable. J'étais même pas encore tout à fait diplômé, donc j'ai vraiment été au bon endroit au bon moment. Et j'ai, commencé à, 22 ans, je crois, à, manager une équipe au début de 8, 10, 12 personnes, qui étaient donc des commerciaux terrain dans l'est de la France. Et puis au fur et à mesure, cette équipe, s'est élargie parce que j'ai pris, de plus en plus de villes. On a ouvert de plus en plus de villes. On a ouvert des villes comme Luxembourg, la Suisse francophone, et cetera. Avec la Et croissance qu'on connaît. quelques années plus tard, donc je pilotais, une sorte de quart, centre-est de la France avec 25 personnes. Et donc à l'époque du daily deal, on avait des commerciaux qui sillonnaient la route et qui allaient signer des commerçants locaux à Lyon, à Mulhouse, à Luxembourg, à Strasbourg. C'était formidable et j'ai passé là-bas, ouais, 4 ans et demi, absolument incroyable. Groupon était une machine, fantastique qui est un concentré de capitalisme en 5 ans puisque vraiment on a tout connu. La start-up, incubée par Rocket Internet, le rachat, donc à l'époque on était Citydeal, le rachat par Groupon, boîte américaine qui voulait pénétrer le marché européen et donc qui rachète le concurrent installé de chez Rocket Internet. Hem, Au fur et à mesure, la transition de management des Allemands vers les Américains, une croissance complètement délirante, quelques bad buzz, une IPO à New York, un retournement, un changement de business model, une relancée de croissance, le tout en 5 ans. Donc Waouh! c'était incroyable. Je dis régulièrement que c'est mon MBA à moi. Ah bah, je veux bien le croire, hein. C'était vraiment génial et avec une génération, je crois que ça a été avec quelques autres, tu vois? Avec La Fourchette, avec, Price Minister à l'époque, ça a été quelques-unes des premières grosses startups où il y avait 200, 300, 400 cadres, à Paris qui bossaient sur des sujets 100 digitaux avec des nouvelles méthodologies, des nouvelles façons de faire, et cetera. Donc c'était les premières grosses startups. Et ce qui est super sympa, c'est que toutes ces générations-là, ont essaimé vachement. Et aujourd'hui, c'est compliqué de voir une belle boîte de la tech dans lequel il n'y a pas, 2 ou 3 anciens groupons qui traînent, et ce qui fait un carnet d'adresses qui, organiquement grossit. Et bah, dis donc, et après tu as rejoint les bancs de Mon Docteur, sur des fonctions similaires ou? Exactement, il fallait faire exactement la même chose. Littéralement, j'ai été appelé par Thibault Lantier, encore un Thibault, qui Mmh. était donc un des 3 fondateurs de Mon Docteur, qui connaissait bien le patron de Groupon France, Frank Zorn, et qui avait été, bien inspiré par le modèle qu'avait créé Frank Zorn sur une organisation relativement pyramidale avec, des commerciaux dans les villes, des city managers, des regional managers, un directeur commercial. Et de la même manière que, chez Groupon, il fallait, avec des commerciaux terrain, évangéliser profondément le terrain, à Dijon, à La Rochelle, et cetera. Bah, fallait faire la même chose, sauf qu'au lieu d'aller taper à la porte des esthéticiennes, des restaurants et des toiletteurs canins, eh ben, on allait taper à la porte des dentistes, des ostéos et des gynécos. Et pareil sur ce qui est l'autre élément en commun, en plus du caractère, field sales, donc vente terrain, l'autre élément en commun, c'est que c'était des marchés qui étaient des marchés de pure évangélisation. C'est-à-dire c'était vraiment un marché d'équipement, on ne remplaçait personne et on arrivait avec, une nouvelle façon de faire qui était radicalement différente. Si je te schématise vachement la chose, chez Groupon, le pitch, c'était de dire, plutôt que de débourser de la trésorerie pour communiquer et attirer des clients dans ton établissement, en fait, tu vas, utiliser non pas de la trésorerie, mais tu vas casser ton prix pour faire venir des gens et t'y retrouver par la suite. Donc il y avait un vrai, changement de paradigme dans la communication, ultra locale. Je vois. De la même manière, chez mon docteur, il y avait un changement de paradigme qui était complètement fou. Chez un médecin, le seul unit économique, si tu veux comprendre le fait qu'un médecin soit une entreprise, le seul unit économique qui vaille, c'est l'agenda. Puisqu'en fait, un médecin, son chiffre d'affaires, c'est le temps qu'il est capable de passer en face d'un patient. Chez un généraliste, un quart d'heure, c'est 25 euros. Une consultation, un quart d'heure, 25 euros de chiffre d'affaires. Plus tu es capable de faire de consultations, plus ton chiffre d'affaires augmente, et avec, un certain nombre d'exigences métiers liées à l'urgence, liées aux déserts médicaux, à la raréfaction des médecins, au numerus clausus, et cetera, Bien sûr. qui fait que, dans un cabinet médical, l'agenda est un truc extrêmement central. C'est vraiment l'operating system central du cabinet.
et il est généralement sous bonne garde. La secrétaire médicale peut être une cerbère absolument redoutable qui, depuis 20 ans, monte la garde devant l'agenda du médecin et a des critères très stricts pour décider si madame Michu aura le droit à son créneau d'urgence, pour un ongle incarné ou si elle le garde pour madame Schmoldu qui, elle, vient pour autre chose. Ouais, on la connaît cette Hem secrétaire. et on la connaît tous évidemment. À l'époque, on l'appelait Martine Oui, c'est dans vrai. nos Très souvent dit Martine, qu'on salue. dans notre notre amusement interne. Et il y a un déséquilibre très fort entre l'offre et la demande. Il y a beaucoup plus de demandes et pas du tout assez de demandes. Et nous, notre paradigme, c'était d'arriver en disant: «Bon, bonjour docteur, pour faciliter votre vie, on va ouvrir votre agenda à tous les vents. On va le mettre sur internet». Donc c'est sur une population médicale qui était assez peu digitalisée et avec des gens qui sont potentiellement peuvent avoir un peu peur de l'internet, un peu peur, de laisser du self-service à leurs patients, de faire Mmh, confiance, bien sûr. à l'autodiscipline de leurs patients. On s'est quand même fait un petit peu hurler dessus au début et donc il y avait une vraie notion Oui, d'évangélisation. parce qu'on était dans quelle période là, à peu près, Henri? On était en 2014, je crois, ouais, Mmh. c'est ça. Et on a signé les premiers dentistes à Paris, puis les premiers généralistes, puis, et il y avait un côté très anachronique d'aller voir des gens qui défendaient becs et ongles leur agenda pour leur dire de l'ouvrir sur internet parce que les side, bénéfices allaient être de, fluidifier l'accès, de leur libérer du temps qui ne passerait plus au Mmh. téléphone et d'éviter l'absentéisme médical. Le no-show, ouais, Mais donc dans complètement. tu vois, le point commun dans ces 2 aventures, c'était un l'organisation commerciale, 2 une cible SMB, donc small and medium businesses, qui sont des gens qui sont des entreprises quasi systématiquement unipersonnelles, donc une approche commerciale qui est à mi-chemin entre, du B2B et du B2C puisque ce sont des acteurs économiques dont le raisonnement économique n'est pas toujours rationnel ou n'est pas toujours 100 économique. Et avec en plus des vraies évangélisations de marché. Donc il y avait une logique à ce qu'un ancien groupon devienne directeur commercial de mon docteur. Il y a d'ailleurs aussi eu pas mal de groupons chez Doctolib. Et donc on est parti pour 3 ans d'une aventure absolument insensée, qui est allée beaucoup plus vite que prévu, dans tous les égards, dont le bundle a fait aujourd'hui, on évidemment, mon docteur a participé à faire de Doctolib, la plus belle boîte française, je crois. En tout cas, une des boîtes les plus saines et j'ai vu cette semaine qu'elle était désormais la boîte la préfé une des boîtes dans le top 10 des boîtes préférées des Français, donc c'est quand même incroyable, en si peu de temps. Et voilà, d'ailleurs, j'aurais bien aimé vivre, la crise sanitaire chez Doctolib. Je pense qu'ils ont dû beaucoup bien morfler, mais bien rigoler. Ça a été, je pense, un bel écran et un gros challenge, je pense. Technologiquement comme au niveau Ah ouais, positionnement et ils ont pas tous beaucoup dormi. ouais, j'imagine, ouais. Je crois que c'était, un des managers qui témoignait sur un podcast, dont le nom m'échappe. Je mettrai peut-être le lien si je le retrouve, mais ouais, qui nous raconte les premières heures, en fait, dès qu'il y a le confinement, dès qu'il y a tout ce qui se passe en quelques semaines et le shift qu'ils ont dû faire, notamment en proposant les visios. C'est assez intéressant parce que, sur la dernière année de mon docteur, j'avais lâché une partie de l'attribution de field sales, je m'occupais des grands comptes et j'avais été missionné par les fondateurs pour explorer un certain nombre d'axes, stratégiques potentiels de, diversification diverses et variées, pour le compte de Lagardère qui était notre investisseur de l'époque. Et j'avais exploré pas mal de choses, j'avais exploré des business autour de la médecine douce, j'avais exploré des business autour de la pharmacie et puis j'avais exploré cette question de la téléconsultation qui à l'époque était parfaitement illégale, ou en tout cas dont on était très loin de pouvoir faire rembourser par la sécurité sociale une, une téléconsultation. Euh, et à l'époque, ce qu'on anticipait, alors d'une part, la fin de mon étude, le bottom line de l'étude a été de dire il ne faut pas y aller parce que ça ne sera pas libéralisé avant 5 ou 10 ans. C'était une première belle connerie, parce qu'en fait, un an plus tard est arrivé Macron, dont une des premières décisions a été d'autoriser la télémédecine. C'est dire si j'ai du nez, tu vois, une vision stratégique forte. Et la deuxième certitude qu'on s'était forgée, c'était de dire la téléconsultation, les patients vont se jeter dessus et les médecins vont être très sur le frein. Et en fait, c'est quand le marché a été ouvert, Doctolib le dit d'ailleurs dans plusieurs communications, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que les médecins ont dit ouais, pourquoi pas, j'y vois pas d'inconvénient. Il y a plein d'actes médicaux
comme des renouvellements d'ordonnances, comme des lectures de radio, par exemple, qui peuvent tout à fait être faits en visioconférence. Bien sûr. En revanche, les patients n'étaient pas du tout à l'aise. Donc Et c'était alors qu'on l'inverse, là. s'attendait à une marée de patients, c'est l'inverse qui s'est passé. Et finalement, la véritable date de naissance de la téléconsultation qui aujourd'hui change vraiment le paysage médical français, c'est le 17 mars 2020, 1er jour de confinement, et où là, les gens n'ont pas eu d'autre choix que de téléconsulter, et donc une explosion absolument incroyable. Donc je pense que c'était des heures fondatrices et amusantes. On veut bien le croire, on les salue d'ailleurs au passage pour le travail qu'ils font. Et justement pour, continuer un petit peu sur ton parcours, donc tu fais un passage chez Hoist à l'issue de Mon Docteur? Ouais, alors, très différent, et moi j'ai été, à la fin de mon aventure, mon docteur, où j'étais un peu, pour le coup, j'étais fatigué du terrain, de la vente commerciale terrain, c'est dur, hein. Et puis j'étais assez fatigué de la santé. Le monde de la santé est un monde un peu lourd dans sa transformation, et il faut un peu la transformer parfois à la baramine, et donc moi j'avais pas assez chevillé au corps la cause de la santé pour me dire que je ferais ça 50 plus. D'accord. Et donc je suis parti, et avec pour plutôt décision d'aller explorer des modes de vente que je connaissais moins, à savoir la vente grand compte, et la vente à cycle long. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un entrepreneur étonnant à plein d'égards, qui est un type qui s'appelle Julien Foussard, dont j'ai été extrêmement séduit par la vision, le drive, la dynamique, et j'ai adoré la vision. Donc Julien avait une vision très ambitieuse autour de la révolution du e-commerce et du paiement. On avait créé un produit de one-click shopping, à peu près correspondant au bouton acheter en un clic d'Amazon, mais qui se serait porté sur tous les sites, de façon cross-marchande et cross-device. Et donc sur n'importe quelle page produit, tu aurais été capable en un clic d'acheter et de te faire livrer sans avoir à te coltiner le tunnel pénible que tu vois dans tous les Bien e-commerce. sûr. Super intéressant. Hem, donc on a exploré ce marché pendant 18 mois, avec plein de tâtonnements, à la fin un succès qui commençait à être très intéressant, et qui malheureusement a été télescopé par, des événements exogènes liés, plutôt au passé de Julien, qui ont ressurgi parce que Julien est un garçon qui avait fait fortune dans des business un peu moins recommandables que Hoist, et qui nous ont un peu pété à la gueule malheureusement. Ce qui était honnêtement très triste, parce qu'on était, sur le point de faire une réussite française assez folle, et donc c'est un business qui est mort de sa réputation, exogène, donc ça, c'était triste. Et donc quand je suis sorti de Hoist, alors je suis sorti dans de très bonnes conditions. Donc j'avais devant moi 2 ans de chômage, et j'avais le choix de me dire: «Bah, écoute, tu assez bankable, des directeurs commerciaux dans la tech, il en manque, donc il y a plein de projets intéressants. Donc soit, tu reprends un cycle de VP Sales, puis un jour tu te battras pour prendre en plus du marketing ou devenir DG, et cetera. Soit, peut-être tu montes ta boîte». Mmh. Et c'est quel chemin tu as Hem, pris là? Spoiler. j'ai un peu spoilé, ouais. Et non, ce qui est intéressant de cette partie du récit, c'est que moi, je faisais plutôt partie des gens qui disaient que je n'avais pas ce qu'il fallait pour être entrepreneur. Mmh. Je me trouvais probablement, pas assez visionnaire et pas assez, persistant. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Il y a quelque chose qui s'est passé? En fait, ouais, pendant cette période-là où j'ai pris, 2 ou 3 mois pour, voir plein de gens, réseauter à mort, à la fois pour chercher du boulot, puis en parallèle pour demander leur avis en disant: «Est-ce que tu crois que je monte une boîte? Est-ce que tu crois que j'y vais? J'y vais pas?» Et je me suis un peu laissé convaincre, en fait, par des gars qui m'ont dit: «Écoute, tu trop con, ça fait 10 ans que tu tournes autour de l'entrepreneuriat, que tu aides d'autres entrepreneurs à monter leur boîte. Il y a pas de raison qu'ils soient beaucoup plus géniaux que toi, il y a pas de raison que toi, tu pas ce qu'il faille pour prouver que tu en es capable et pour le faire», et donc je me suis un peu laissé convaincre, et donc j'ai abordé l'entrepreneuriat de façon assez peu romantique. Je me suis pas réveillé avec une idée formidable en disant: «C'est ça qu'il faut faire, la fortune, elle est là». Je me suis plutôt laissé convaincre de dire: «Bah, je veux me confronter au fait de partir de zéro. Est-ce que j'en suis capable?» Et donc l'approche de mon idée a été assez teintée de cette ambiance-là. Bon, bah, je pars de la volonté de créer quelque chose, mais pas d'idée, pas d'associé, pas de marché,
pas de tech, pas forcément très envie de faire de la tech d'ailleurs. Hem et donc ça a souvent comme souvent ça a commencé sur Excel en se disant: «Bah, voilà, je sors de 10 ans de management. En 10 ans de management, quels sont les pains que j'ai eus que je pourrais régler?» Et donc j'ai listé, les trucs pénibles dans le management. Puis, dans les choses pénibles, il se trouve que, mmh, en 10 ans de carrière, j'avais recruté, beaucoup. Tu vois, j'ai recruté pas loin de 400 commerciaux dans ma carrière Ouais. et dans ces 400 commerciaux, je me suis beaucoup, beaucoup trompé. J malheureusement, je crois que je me suis trompé presque dans 50 des cas. Donc il y a presque 200 recrutements que j'ai loupés. Loupés au sens où soit les gens n'étaient pas heureux chez moi, soit moi j'étais pas heureux de leur performance, soit moi j'étais pas heureux de mon choix, soit c'était pas la bonne organisation et cetera. Mais à la fin, je pouvais, sans trop exagérer, dire que je loupais un recrutement sur 2 et qu'en plus ça ne s'améliorait pas tellement avec le temps. Mmh. Et au 399e, il me semblait que j'avais toujours la possibilité de me planter. Mmh mh, mmh. Et donc je me suis intéressé à ce sujet-là en disant: «OK, comment est-ce qu'on fait pour éviter les erreurs de casting?» Comment on fait quand on a 3 personnes en face de soi, en finale, que ce soit pour un job de sales ou de product manager ou de marketing manager, hein, je crois que c'est à peu près la même chose et les études, les les interviews utilisateurs que je faisais, corroboraient tous cette intuition-là, qui était de dire: «Bah, ouais, on est capable de se planter» et alors pourquoi on se trompe? On se trompe évidemment parce qu'on n'est pas formé. Je pense que ni toi David, ni moi n'avons un jour été formés au recrutement. On se plante parce qu'on va trop vite, parce que les recrutements sont toujours pour hier. On se plante parce qu'en face, alors ça c'est surtout vrai en sales, mais les mecs, les interlocuteurs savent se vendre. Donc le contenu de l'échange n'est pas forcément très authentique. Ouais, c'est l'essence même, C'est de la séduction dans les deux sens, évidemment. Quand bien tu sûr. dragues, tu dis pas que tu ronfles. On se plante, et on se plante. Le dernier point qui a le plus heurté notre attention avec Max, c'était il y a une collision extrêmement forte entre l'évaluation des soft skills, qui est cette personne, et l'évaluation de ses hard skills, qu'est-ce qu'il sait faire. Et tout le monde reconnaît assez facilement le fait que si en face de moi la personne me plaît, parce qu'il est sympathique, parce qu'il est supporter du RC Lens ou parce qu'il a été coopté par mon cousin Xavier, en fait, je vais me mettre des œillères incroyables sur le reste. Et je vais plutôt chercher des raisons de confirmer mon envie de travailler avec lui tous les jours à la machine à café, plutôt que de chercher des raisons d'être vigilant et de m'assurer que cet interlocuteur, cette fille, ce garçon, sait faire ce que je vais lui demander de faire ou ce dont l'entreprise a besoin. Et en fait, cette collusion qui existe entre soft et hard, alors évidemment, elle existe dans les deux sens, hein, la tête à claque, j'ai pas envie de bosser avec lui. Cette collusion, elle est finalement réglable de façon assez simple en décorrélant l'évaluation. Évidemment qu'il faut évaluer les softs et les hard, mais en les décorrélant, on fait beaucoup moins de boulettes. Et donc, ce qu'on a créé avec Maxime, c'est un service qui permettait de décorréler. Et donc, un service de peer assessment des savoir-faire métiers, donc d'évaluation entre pairs des savoir-faire métiers. Pour être hyper concret, on permet à une boîte A de faire valider les qualités métiers de ses candidats en finale par le manager d'une boîte B. Et à la clé, ce qu'on propose aux entreprises, c'est de gagner un en objectivité et deux en technicité. Je recrute un directeur commercial, il n'y a pas de directeur commercial dans mon entreprise, donc je vais aller demander au directeur commercial de Doctolib, de Conto, de qui on veut, de voir les 2 ou 3 candidats en finale, de le payer pour ça et il va lui juger non pas les soft skills, il s'en fiche, c'est pas ce qu'on lui demande, mais avec une méthodologie bien rodée, avec un business case automatisé et avec un entretien, il va venir dire: «Bah, ce type-là, dans ce contexte-là, me semble être un potentiel très bon directeur commercial. Cette fille-là, dans ce contexte-là, me semble être, un très bon product marketing manager». Et Très donc clair. on a lancé ça en stand-alone, en janvier 2019 Mmh. avec pour ambition de scaler ça. Et justement, vous êtes combien aujourd'hui là, chez Avisio? Du coup, on parle de Avisio, de la boîte actuelle que tu as co-créée? Attends, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Ah Donc en bah fait, oui. pendant un an, on est resté 2 avec OK. Max et on a fait que ça, c'est-à-dire que vendre de l'assessment, un service pas très cher, aux alentours de 1 000 € pièce, et on a développé des méthodologies sur, 23 ou 24 métiers, je sais plus. D'accord, On a développé des pôles de managers, on avait 130 managers au bout d'un an qu'on pouvait solliciter pour évaluer super. et puis au bout d'un an, on s'est quand même rendu compte que le truc était génial.
intellectuellement super séduisant. Les clients étaient très contents de ce qu'on rendait. Les candidats vivaient une expérience géniale. Les experts étaient super intéressés intellectuellement de faire cet exercice. En revanche, c'était un four. Tu vois, on a fait 50 000 euros de chiffre d'affaires la première année. C'était un effort très important de changer les processus de recrutement parce que c'est quand même tu vois, déléguer une partie de l'évaluation de recrutement, c'est une C'est une décision, autre alternative là, du coup. c'est très invasif. Et l'effort commercial pour gagner 1 000 euros était absolument délirant. Et c'est beaucoup plus dur de vendre une mission d'assessment pour gagner 1 000 euros que de vendre une mission de chasse de tête pour gagner 20 000 euros. Donc au bout d'un an, on s'est dit, bon, allez, stop ou encore. Soit on s'arrête parce qu'à deux mecs de 10 ans d'expérience, on a fait 50 000 euros. Si on avait ouvert un stand de frites, on aurait été plus efficace. Et, soit on s'arrête, soit on regarde ce qu'on a créé et on fait autre chose. Et donc on a regardé ce qu'on avait créé. Ce qu'on avait créé, c'était d'un côté des startups qui nous aimaient bien, qui nous aimaient même beaucoup, qui trouvaient que ce qu'on rendait était sérieux. De l'autre, on avait des experts métiers, donc des CPO, CMO, ce que tu veux, dans des très belles boîtes. Et bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et donc, c'est plutôt les experts eux-mêmes qui nous ont soufflé l'idée en disant, bah, tu sais, David, pardon, tu sais, Henri, sur ce job de product manager chez Tacotax, où tu me demandes d'évaluer un candidat, bah, tu sais que tu pourrais contacter David qui est super bon, Anne-Sophie qui est mon ancienne junior qui s'ennuie là où elle est, etc. Et c'est ça qui nous a donné l'idée de faire du recrutement par cooptation. Et donc on a rappelé nos 130 experts, on leur a dit, bah les gars, dans les 15 derniers jours, avec qui vous avez déjeuné qui s'emmerde là où il est? Envoyez-moi les noms, moi je les place et puis je vous reverse une partie de l'argent. Et c'est comme ça qu'on a explosé d'un coup. Et on s'est mis à recruter pour nos clients des profils rares grâce à la cooptation. Et aujourd'hui, maintenant, donc toi, David, tu connais le truc. On a 500 experts, tu en fais partie. Et ces experts, on peut les solliciter soit pour faire de l'assessment, soit pour faire de la cooptation, soit pour faire du mentorat, qui est ce dont on parlera un peu plus tard. Absolument. Et justement, tu t'adresses aux startups, du coup, Henri, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Nos clients sont à 99% des startups, des scale-up. On est un peu contacté par des grands comptes, on a encore un peu de mal à les servir et on pousse pas beaucoup dans ce sens-là parce qu'on a un marché qui explose et qu'on ne sait déjà pas servir. Le cœur de notre marché, startup scale-up, déjà on n'arrive pas à le servir, donc ça semble ambitieux d'aller en plus chercher du grand compte. Non, bah, très clair et justement, comme tu le citais tout à l'heure, on se connaît, moi, j'ai eu de la chance de venir, dans vos locaux et de rencontrer une partie de tes équipes. C'est là où on s'est vu la première fois et justement, de faire partie de ces partenaires et je trouve l'idée absolument incroyable et que, bah, moi, avec mon historique aussi en startup, j'ai eu un alors j'ai pas la même success story que toi, mais en tout cas, j'ai eu mon parcours aussi en startup et les petites difficultés que tu as mentionnées, en recrutement, j'en ai fait un peu moins que toi quand même, parce que toi, tu quand même, tu as fait beaucoup. Ben, je me retrouve un petit peu dans ton discours, donc vraiment chapeau pour ce que vous faites et justement, peut-être qu'on peut, prendre le pas et rentrer un petit peu dans le vif du sujet pour avoir je profite, hein, que tu sois là pour te questionner un petit peu sur, bah, le marché de l'emploi, notamment dans la tech. Alors on parle de start-up, donc c'est des profils qui sont, des fois assez avancés. On demande de la technicité, de l'agilité, il y a énormément de compétences qui sont demandées en start-up. Toi, c'est quoi ton regard justement sur le marché, maintenant que, bah, ça fait, 3 ans que vous travaillez sur ce sujet? Alors, il faut pas tomber dans un truc un peu trop auto-centré à se dire que la tech française est centrale dans l'économie, etc. Néanmoins, je répète à qui veut l'entendre que la situation du marché de l'emploi dans la tech, si on considère que le marché de la tech est une locomotive, ce dont je suis persuadé, mais on pourrait en discuter, euh, c'est assez inquiétant, puisqu'en fait, il y a un effet ciseau très fort qui se crée entre d'un côté, et ça c'est des super nouvelles, un marché qui structurellement explose parce que la technologie avance très bien, l'écosystème de financement est fabuleux, euh, l'écosystème d'innovation est très bon. Quoi qu'on veuille en dire, la collaboration startup scale-up commence à s'améliorer, les levées sont plus importantes, les investisseurs étrangers s'intéressent au marché de la tech française, les exits se multiplient. On vient de vivre les 2 ou 3 premières IPO tech un peu successful depuis plusieurs années. Donc, tous les voyants sont au vert et donc ce marché de la tech fait x2, x3 tous les ans de façon pas exponentielle, mais quasiment. Ça, c'est le revers brillant de la médaille, côté brillant de la médaille. Le côté un peu plus flippant, c'est que pour nourrir cette croissance, il faut des talents et
la structure de formation des talents en France est pas du tout encore prête à générer ça. Le marché, dans son ensemble, ne sait pas générer suffisamment de talents parce que les écoles et les facultés mettent un tout petit peu de temps à bouger, à s'adapter, parce que le marché lui-même ne forme pas et ne libère pas assez de talents, puisqu'il y a plus d'embauches tu vois, si toutes les boîtes font fois deux tous les ans, ben, on libère pas beaucoup de talents, quoi. Au contraire, on n'a pas de problème d'embouteillage. Euh, les boîtes vont plus vite que leurs talents, et donc il n'y a pas du tout assez de talents qui se forment dans des métiers comme la vente de logiciels, comme le product management, comme le marketing digital. Évidemment, l'exemple le plus frappant, c'est les développeurs, et on sait que c'est le fuel de la croissance et qu'on en a besoin, et qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'en former suffisamment. La pénurie est encore pire aux États-Unis. Donc ça, c'est l'exemple le plus visible, mais dans tous les métiers de la tech, c'est à peu près la même chose. Désormais, là, le métier rare, c'est recruteur. Recruteur en startup est un métier où l'inflation est galopante. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui ont 3-4 ans d'expérience en recrutement, à qui on propose 75 000 euros pour rentrer en startup. C'est du délire. Donc il y a vraiment une tension très très forte, mais cette tension, elle est quand même un petit peu inquiétante parce que ça veut dire qu'il y a un embouteillage de structure. Et donc, il y a une nécessité forte autour de la formation, autour de la réorientation, autour aussi de la fin d'un certain snobisme, je crois. La tech doit apprendre à intégrer des profils qui n'en viennent pas. Hem, Tu vois, aujourd'hui, quand il est très fréquent, quand on présente à des clients des profils métiers dont on considère que les métiers sont bons, qui viennent d'un Carrefour, d'un Total, qu'on nous dise: «Ouais, mais tu sais, les profils, grands groupes, j'en veux pas». Bah, c'est quand même un problème, hein. C'est un vrai problème à la fois parce que ça dénote une certaine fermeture d'esprit et un certain snobisme, mais ça, on va pas en faire un cas de morale. Mais c'est inquiétant parce que malgré tout, à la Société Générale et chez Carrefour, il y a évidemment des très bons talents. Il peut y avoir des différentiels culturels, c'est certain, mais aux startups et à la tech d'apprendre à intégrer ces gens et d'apprendre à transmettre sa culture, plutôt que de dire: «Bah non, comme il vient pas de chez moi, comme c'est pas un habitué, il rentre pas en boîte», tu vois? C'est cette même image-là. Super intéressant, ouais, effectivement, oui. Et justement, quelles sont un peu les solutions? Là, t'en évoques une, avec les freins que ça représente à court terme, là, de ce que tu observes. C'est quoi un petit peu les solutions pour justement limiter ce delta? Est-ce que tu vois émerger, par exemple, est-ce qu'on va aller chercher ailleurs? On va sortir des frontières peut-être? Ça, c'est des choses qui se font? Alors, ce qui est ça c'est, oui, et tu vois, j'ai des copains qui bossent, un bon copain qui s'appelle Laurent qui fait du produit à assez haut niveau chez Facebook. Lui, il ne dit qu'il ne bosse qu'il bosse au quotidien quasi qu'avec, beaucoup d'Indiens, beaucoup de Chinois, et que c'est pas un choix de Facebook. Parce que de fait, la communication est rendue un peu plus difficile par les gaps culturels, par les gaps de créneaux horaires, et cetera. C'est pas un choix de Facebook, c'est parce que la pénurie, aux États-Unis est encore plus forte qu'en France, et donc ils sont contraints de travailler, avec beaucoup plus d'international. On commence à le faire en France, et on découvre d'ailleurs de façon intéressante qu'il y a des talents assez incroyables, tu vois, en Tunisie, en Inde, à Madagascar. Il y a des gens en Europe de l'Est, il y a des gens très forts, Même en Europe, hein, à condition d'apprendre à remplir le gap de communication. complètement. Donc ça, c'est intéressant. Dans ce qui est intéressant aussi sur la question de la guerre des talents, c'est évidemment l'émergence des néo-écoles. Ça, c'est super, c'est passionnant. Ça va probablement pas encore assez loin, mais c'est une très, très bonne dynamique. Le précurseur, c'est des Ironhack ou le Wagon, ou 42, et cetera, mais il y a plein d'écoles qui se lancent sur les métiers du sales, sur les métiers du growth, du marketing, de l'UX. Il y a plein de choses, super. C'est en quelque sorte la privatisation à l'extrême du marché de l'éducation, mais c'est une nécessité poussée par le marché. Comme il y a un marché, bah, les entrepreneurs s'en saisissent. En revanche, ce ne sont des écoles que professionnelles. Donc, c'est pas des écoles qui sont faites pour former une génération de pros, c'est vraiment sur des bouts du métier ou c'est sur des bouts de métier. Et puis la troisième chose, c'est la révolution du marché de la formation, évidemment. Donc nous, on y a une partie prenante assez forte maintenant puisqu'on a lancé Avisio Mentoring, dont tu fais aussi partie,
qui permet d'accompagner, de former des middle managers, j'y reviendrai. La révolution du marché de la formation qui fait qu'on est passé, et c'est assez frappant, hein, même d'un point de vue des décisions publiques et des lois, on est passé d'une vision centralisée et on va dire société centrée de la formation, où c'est une société qui choisissait les formations qu'il voulait proposer à ses, euh, à ses salariés, à une vision totalement salariée centrée de la formation, ne serait-ce que dans son mode de financement, dans lequel on peut financer absolument ce qu'on veut, et une remise à plat probablement pas suffisante mais existante de l'existant du marché de la formation, qui sont des milliards d'euros qui sont aujourd'hui dans les mains et en tout cas dépensés chez des établissements qui ne sont pas tous d'une grande qualité. Tu vois, à la fac, sur des cours assez concrets, c'est pas sympa ce que je vais dire, mais et c'est pareil en école de commerce ou en école d'ingénieur, mais sur un cours de marketing, la personne qui va faire un cours de marketing à la faculté va moins bien se gagner sa vie que si elle était en entreprise la plupart du temps. Elle va peut-être être un tout petit peu moins dans le coup que si elle venait de faire sa dernière campagne marketing 2 heures avant. Donc, comme tu as pas forcément les meilleurs du game et les plus en avance dans la formation, dans les écoles, à la fac, de la même manière, dans les instituts de formation, dans les boîtes de formation, tu pas les meilleurs. Tu vois, c'est pas vrai, quoi. Et je prenais une image, tu vois, c'est pas parce que je suis prof d'auto-école que je peux courir les 24 heures du Mans. Il y a les pratiquants et les profs sont pas toujours les C'est mêmes. 2 métiers vraiment différents. Et donc la qualité de ce qui est fait en formation est honnêtement pas géniale. Et donc il y a l'État avec la refonte des accréditations, à profiter de cette réinvention du mode de financement de la formation, hem, par remettre un petit coup de pied dans la fourmilière qui est probablement pas suffisant, mais qui a le mérite d'exister. Et du coup, toi, de ton observation, ça va dans quelle direction? Est-ce que c'est une bonne direction du coup, à ton avis? Ça va dans une très bonne direction et il y a une des choses qui est, issue en tout cas une des visions qui est issue du monde de la tech, si tu prends l'exemple d'un Plateau aux US, tu sais qui fait du mentoring de Tout à CTO. fait. De plus en plus, à la fois d'un côté, les entreprises tolèrent assez bien que leurs cadres aient des side business, donc fassent un peu autre chose sur une partie de leur temps, Mmh. aillent donner des confs, aillent donner des cours, aillent faire une petite mission de conseil, et un side business et un petit Shopify qui tourne, et cetera. Et puis de l'autre côté, on s'intéresse de plus en plus au savoir-faire d'une autre entreprise en encourageant ses salariés à aller assister à des talks, à aller se former tout seul, à aller solliciter du réseau, etc. Et donc, de ces deux lames de fond, enfin, il y a beaucoup plus de lames de fond, mais tu vois, le besoin de mettre au niveau des salariés qui sont trop rarement au niveau, plus une redéfinition du marché de la formation, plus le partage de compétences et le marché de l'insight en quelque sorte. Nous, on a sorti une business unit qui s'appelle Avisio Mentoring, qui est qu'on a sorti en 2021, dans lequel on permet de solliciter un des 500 membres de notre réseau de managers pour step up, pour permettre à un middle manager de step up. Et sur un format de mentoring one-one, extrêmement personnalisé, très métier, où par exemple, un DRH va venir accompagner un manager RH un peu plus jeune que lui, 2 heures par semaine pendant 8 semaines au moment de sa prise de poste, par exemple. Ou un head of growth va venir accompagner un growth manager 2 heures par semaine pendant 6 semaines, au moment où il faut lancer un nouvel outil. Et donc ça, ce format, il va extrêmement bien. Donc on a un nouvel associé pour ça qui s'appelle Younes, que tu connais, que tu as cité tout à l'heure. Tout à fait. Et donc ce marché du mentorat est un marché absolument passionnant, à la fois parce qu'il est intéressant pour les mentors qui viennent s'aérer un peu le cerveau et puis gagner 3 sous évidemment. Et puis pour les mentorés qui vont avoir un apprentissage extrêmement rapide puisque tu as quelqu'un qui va s'asseoir à côté d'eux physiquement et dire ok, montre-moi comment tu fais, montre-moi quel est ton problème, montre-moi quel est ton enjeu, puis je te montrerai moi comment je ferai. Puis on se revoit la semaine prochaine, je vois ce que tu as mis en place, comment tu as paramétré ta campagne, comment tu as changé tes KPIs, etc. Tout à fait. Et ça cartonne. Ouais, je peux témoigner effectivement et ce concept m'a beaucoup séduit moi personnellement et pour l'avoir appliqué avec plusieurs personnes, fait plusieurs sessions, c'est hyper intéressant de voir même l'évolution. Alors ce sont des fois des corporates, ce sont des startups, mais qui justement sont dans un état d'esprit où, la connaissance
Et elle a besoin d'être développée, d'être rassurée, d'être coachée, d'être suivie aussi. Et c'est aussi un levier du coup qui est hyper intéressant dans ce sujet qu'on tu as commencé à aborder, au tout début de la conversation, qu'on parlait de ça, sur, notamment la transformation numérique des entreprises. Parce qu'on parle un petit peu de ça finalement, de se dire: «Bah, on a des compétences, elles doivent évoluer aussi», parce qu'on n'est pas justement en train de juste injecter des nouveaux talents, des nouveaux talents, des nouveaux talents. Il y a quand même des gens qui sont en place pour un certain temps qu'on essaie de garder le plus longtemps possible pour avoir une de continuité dans l'entreprise, mais justement, qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Comment on les fait évoluer? Et justement, ce sujet-là de mentorat que vous adressez chez Avisio a pour bah, cette vision-là aussi. Et justement, en préparant un petit peu le podcast ensemble tout à l'heure, Henri, on se posait la question de l'intergénérationnalité, en fait, de ces vitesses. Comment dans des grands groupes avec des compétences historiques qui ont peut-être, bah, un peu vieilli, c'est pas une critique, mais c'est vrai qu'il y a des vitesses différentes. Quand on est en start-up, bah, c'est une autre dynamique. Bah, comment on arrive à faire des passerelles entre ces compétences pour qu'il y ait un bénéfice des 2 cas? Et justement, toi, qu'est-ce que tu penses de ces échanges, de cette tendance qui est en train de s'ouvrir sur, les échanges intergénérationnels? Je crois vraiment que alors intergénérationnel et environnement, moi je crois vraiment que c'est possible. Sur ce sujet comme plein d'autres, je suis un optimiste maladif. Hem, je crois que c'est possible à quelques conditions. La 1 condition, et je l'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure, c'est la fin du snobisme. C'est d'arrêter que, des corporates considèrent que les start-upers sont des petits cons et que les start-upers considèrent que les corporates sont des vieux cons. Ça, c'est la première condition, c'est de regarder ce qu'il y a d'intéressant dans l'assiette de l'autre, et de se dire: «Bah, tiens, si on mélangeait un peu». On a un exemple qu'on a fait dans les premiers mois d'Avisio Recrutement, que je cite souvent parce qu'il me plaît et que j'en suis très fier de on est très fiers d'avoir réussi ce coup-là. On nous a coopté un peu par accident, un type qu'honnêtement, avec qui on n'avait rien à faire, qui était donc nous, on recrute pour des startups, et le gars qu'on nous a coopté, qui est, général, 5 étoiles, numéro 3 de l'armée française. D'accord. Ancien patron des forces spéciales françaises, honnêtement un type qui a eu une très, très bonne carrière, une très grande carrière dans l'armée française. Bon, le type arrive dans mon channel Slack, «Tiens, coopté par, est-ce que tu veux le rencontrer?» Oui, évidemment. À titre de curiosité, j'ai envie de rencontrer ce type-là, tu vois? D'autant plus que familialement, je savais qui c'était, et cetera, donc ça m'intéresse vachement de parler avec lui et de dire pourquoi est-ce que lui se laisse coopter dans un cabinet pour start-up. D'accord. Mais je me disais vraiment: «J'y vais pour déjeuner et pour apprendre des choses, mais et pour avoir des choses à raconter dans les dîners en ville, mais j'en ferai rien». Et puis en fait, je tombe sur un gars qui me dit: «Bah, écoute, j'ai 58 ans, j'ai une patate d'enfer, je quitte l'armée parce que je suis à la limite d'âge, mais je veux me rendre utile, et il paraît qu'en ce moment, ce qui est utile au pays, c'est, la tech. Et donc est-ce que je peux faire quelque chose dans la tech? Est-ce que je peux me rendre utile?» Bon, bah, regardons. Et donc je m'étais un peu raccroché à l'idée qu'il n'était pas le seul parce que je savais qu'il y avait, notamment, tu vois, Mano qui avait recruté à l'époque un DRH qui est un ancien de un type qui s'appelle Didier Stamenrad, qui est un ancien de la Légion étrangère. Donc il y avait deux trois trucs rigolos, et donc on l'a fait rencontrer à la fois à des scale-up, puis on l'a aussi fait rencontrer à des boîtes de la dev tech, donc des boîtes de tech spécialisées dans l'industrie de la défense. Et très rapidement, il y a eu un match. Et donc, Grégoire de Saint-Quentin a rejoint une des très belles boîtes françaises dans la DevTech qui s'appelle Preligens, qui fait de l'intelligence artificielle appliquée à la surveillance par satellite dans l'intelligence principalement militaire. Et donc, tu as ce gars qui a passé sa vie en kaki, dans un environnement très normé, assez rigoureux, très fort en management, et cetera, et qui est arrivé en haut peut-être de ce qui est identifié comme étant une des pyramides, de management les plus rigoureuses, qui débarque dans une startup avec des mecs de 24 ans en pull à capuche qui font des algos, quoi. Et ben, je l'ai re-eu, c'est drôle parce que je l'ai re-eu sur WhatsApp hier soir, pour parler de choses et d'autres, et ça se passe vachement bien. Et donc ça aurait pu très mal se passer. Un type, on aurait pu se dire: «Attention, c'est un type, rigide, en général, ça fait peur», et cetera. Et en fait, ça se passe super bien parce que lui maîtrise des savoir-faire métiers dont les développeurs ont besoin. Eux maîtrisent des technologies que lui ne maîtrise pas et qui sont fascinantes. Et puis il y a une acculturation commune et puis tout va bien. Lui-même, il s'est fait accompagner par sa fille pour aller acheter deux trois pulls à capuche le premier jour, et puis tout roule, tu vois? Et donc ça, c'est des exemples réussis, et je préfère m'accrocher aux exemples réussis plutôt qu'aux poncifs un peu loupés, tu vois? Mmh. Je crois vraiment qu'il y a de la place pour ça.
à condition qu'on accepte de partager les choses. Et ça, culturellement, c'est un vrai gap et donc faut militer pour, remplir le gap. Et tu penses que la France est prête pour ce genre d'échange? Je pense que la France est prête, David. Yes. J'en sais rien. Mais je te dis, je suis un optimiste, donc j'ai envie de te répondre oui. Et il y aura plein de blocages. Il y a plein de fois, même dans notre quotidien de chasseur de tête, où ça se passe mal, tu vois, où on présente des gars géniaux, des gens dont on est persuadé qu'ils sont bons, et où ça se passe pas bien. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas le faire. Super intéressant en tout cas ce feedback-là et je pense, honnêtement, que, ça paraît être une bonne solution en tout cas à court terme pour, déjà, bah, permettre en fait, la transmission de connaissances puisque comme tu disais tout à l'heure, il y a quand même un vrai sujet de pénurie et ça paraît être une alternative assez intéressante, dès lors qu'elle est quand même faite avec avec les bons objectifs, les bonnes intentions. Et en faisant des efforts. Parce qu'on ne réussit pas ce genre de pari sans faire des efforts d'intégration, de formation, de mettre de l'eau dans son vin, etc. Et justement, toi, tu as des secteurs comme ça, qui sont peut-être un petit peu en avance sur ces sujets-là? Est-ce que tu en as un qui me vient à l'esprit, qui est un peu précurseur? Tu vois? Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus propices à ce genre de choses, qui sont un peu, à montrer l'exemple, quoi? Tu me prends un peu au dépourvu. Je l'ai pas préparé C'est pas du celle-là. tout une question qu'on avait préparée. Heu, ça c'est salaud, hein. Non, mais alors, moi familialement, je viens d'un univers qui est très différent puisque mes parents sont vignerons. Dans le vin, alors pour le coup, il y a pas grand chose sur lequel le vin est précurseur, mais dans le vin, il y a toujours eu des cultures, de mélange très forts où, un œnologue, de 70 ans peut devenir conseil pour un tout petit domaine, où, un winemaker australien peut venir faire 3 saisons en France. Et là, il y a un bouillonnement des cultures qui, pour le coup, est réel. Où d'ailleurs, maintenant, il commence à y avoir des très bons vins chinois faits par des Français en Chine. Ça, pour le coup, c'est assez bluffant. C'est un exemple qui est très loin de ce qu'on fait, mais qui est intéressant. Complètement, ouais, c'est hyper intéressant parce que justement, il y a des secteurs comme ça où on n'a pas l'impression, mais ils sont assez développés, hein, mine de rien, en termes de techno et en termes de numérisation, j'ai envie de dire. C'est un peu le mot que tout le monde a dans la bouche, en ce moment. Voilà, faut faire de la transformation digitale. Il y a quelques chiffres qui sont passés par France Num, là, récemment, pour, heu, pour montrer, qu'on était dans une trajectoire. Donc ça corrobore un petit peu ton discours, hein, finalement. Je De je dire que la je France regarde, je regarde passer le le chronomètre, je suis bavard comme une pie, en fait. Je parle beaucoup plus Mais que ce c'est qui était super prévu. intéressant Excuse-moi. franchement Henri, il y a aucun souci là-dessus et au contraire on profite à fond de ce que tu nous dis et c'est hyper intéressant. Mais oui, effectivement, le temps tourne, mais justement, peut-être pour, conclure Henri, sur le sujet, on pourrait en parler des heures, mais quelles sont un petit peu toi tes actus, chez Avisio? Qu'est-ce qui vous attend là? Vous allez attaquer la quatrième année. Écoute, nous, la grosse actu, dans plein de sens du terme, elle date d'il y a 2 mois où on a lancé, un de nos nouveaux speedboats, donc une nouvelle BU avec un nouvel associé. Donc, comme tu auras compris, dès qu'on lance une BU, à destination de nos clients, on lance une nouvelle filiale avec un nouvel associé. Tout à Et fait. donc on s'est associé avec un DRH qui s'appelle Calix Bonnet-Saint-Georges, qui a été à la fois DRH de grosses boîtes et puis DRH de start-up. Il a été, DRH de PrestaShop, entre autres. Et on a lancé notre service de DRH part-time et où on a déjà 5 DRH là, 3 qui ont commencé et 2 qui arrivent dans les semaines à venir, qui vont accompagner les startups en part-time, donc 1 jour, 2 jours, 3 jours semaine. Et ça, c'est aussi un truc absolument génial qui est très proche de ce qu'on fait, évidemment. Et on sert les mêmes clients avec les mêmes besoins et les mêmes niveaux d'avancement dans leur croissance. Et ça, c'est notre actualité, c'est notre nouveau business, c'est à peu près l'équivalent du business des DAF part-time qui est très développé. Et on identifie que le DRH part-time est à peu près le même marché, mais en moins développé. Donc on fonce vers ça. Et c'est notre grosse actu Q4 2021 qui le restera encore pour quelques mois avant qu'une autre actu le remplace. Des recrutements peut-être à prévoir, Henri? Ah bah ouais, on n'arrête pas dans nos 4 métiers, on recrute partout. Donc si l'environnement talent en startup vous intéresse, avec un esprit un peu insolent et un peu innovant, on sera ravis de vous recevoir. Et comment on peut justement contacter tes équipes? Sur le site directement ou est-ce que sur LinkedIn? Sur LinkedIn, contactez-moi, /Lorgerie, LinkedIn, .fr, je crois, /Lorgerie. Par mail, henry@lorgerie.avisio.fr, sur notre site avisio.fr.
On prend à peu près tous les modes de communication. On est très facile là-dessus. Eh ben écoute, me permettrai de mettre toutes tes infos en description du podcast si tu veux bien. Et bah écoute, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Henri. Merci beaucoup pour toutes Merci à tes toi. explications, ta transparence. Excuse-moi d'avoir télescopé ton timing et vraiment un grand merci, c'était un super échange. Bah non, c'est moi qui te remercie d'avoir accordé du temps à la communauté et on a hâte du coup d'avoir les feedbacks de ces personnes et bah, bonne continuation chez Avisio et merci d'avoir partagé tout ça. À très vite, salut David. Ciao. Salut Henri. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse, www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.